is Paul Heyman. À l'écran, Paul Heyman incarne le génie calme et calculateur, celui qui a toujours un plan, jamais le contrôle. Mais dans les coulisses de la WWE, I'm behind the scenes. I'm in. les choses ne se passent pas toujours aussi bien. Car si Heyman a contribué à créer des légendes, il s'est également fait beaucoup d'ennemis en cours de route. Catcheurs l'ont contrarié, autres encore tout simplement agacé dès le premier jour. Dans cette vidéo, nous passons en revue les 4 catcheurs de la WWE Heyman ne supporte pas et expliquons comment ils ont mérité leur place sur sa liste noire. Voici ce qu'il faut savoir à propos de Paul Heyman. Carrière a joué le rôle d'un brillant manipulateur, celui qui a toujours 3 longueurs d'avance sur tout le monde. Mais si l'on fait abstraction des promos et de son personnage soigneusement élaboré, on découvre un homme qui est vraiment doué pour garder rancune. Nous ne parlons pas ici de désaccords mineurs ou de divergences d'opinion professionnelle. Il s'agit de talents qui ont tellement agacé Heyman que son animosité persiste encore des années plus tard. Les raisons varient considérablement, mais le résultat final est toujours le même. Paul Heyman ne veut absolument rien avoir à faire avec eux. Alors, qui sont ces personnes qui ont réussi à se faire une place permanente sur la liste noire de Heyman? Commençons par Jerry Lawler. S'il y a une relation dans le monde du catch, illustre parfaitement l'expression, bien la rivalité qui oppose depuis des décennies Paul Heyman et Jerry the King Lawler. Il ne s'agit pas d'une querelle typique en coulisses, pèsera après quelques bières et une poignée de main. Non, c'est le genre d'animosité qui a de vraies racines, de vraies violences et de vraies conséquences qui se sont manifestées pendant des décennies. Revenons au début. Heyman faisait encore ses armes dans le milieu et travaillait pour le territoire de Jerry Jarrett. Lawler était déjà une star confirmée, un homme qui était la tête d'affiche du catch à Memphis depuis des années et qui savait exactement comment le jeu se jouait. Ils ont mis en place tout un scénario qui devait culminer dans un match Scaffold, l'un de ces spectacles terrifiants où 2 hommes s'affrontent sur une plateforme suspendue au-dessus du ring. Ça a l'air génial sur le papier, n'est-ce pas? Sauf qu'il y avait un petit problème. Paul Heyman a une peur bleue des hauteurs. Selon la version des faits de Lawler, Heyman a attendu le jour même du spectacle, littéralement, pour lâcher cette bombe. Lawler était naturellement furieux. Alors, qu'a fait The King? Casser la mâchoire de Heyman. Pas sur le ring, pas dans le cadre d'un combat. Il a littéralement frappé Paul, passion et colère. Cette agression physique allait donner le ton à tout ce qui allait suivre entre ces 2 hommes. Quelques années plus tard, Heyman a créé quelque chose de vraiment spécial, le CW. Pour ceux qui ne le savent pas, le CW, Extreme Championship Wrestling, était une promotion de catch indépendante dirigée par Heyman de 1993 à 2001. Et ce n'était pas une simple compagnie de catch parmi d'autres. C'était la vision de Heyman devenue réalité. Une alternative brute et hardcore au catch corporate et lisse dominait les ondes. Le CW est devenu légendaire pour sa violence extrême. Son utilisation de tables, de barbelés et d'armes émire la plupart des promoteurs. La promotion a développé un culte de fans inconditionnel qui pirait le CW, et bien qu'elle ait finalement fait faillite en 2001, son influence sur l'industrie était indéniable. Alors quand Jerry Lawler s'est assis au bord du ring lors d'événements de la WWE et s'est moqué sans relâche de le CW, la qualifiant de Extremely Crappy Wrestling, catch extrêmement merdique, production amateur, vous pouvez imaginer comment Heyman a pris cela. Il ne s'agissait pas simplement de taquinerie entre collègues, c'était The King qui dénigrait publiquement tout ce pourquoi Paul s'était sacrifié, tout ce qu'il avait construit à partir de rien. L'ironie, Heyman allait finalement obtenir une certaine justice poétique. Lorsque Lawler a brusquement quitté la WWE en 2001, Heyman, qui a pris place dans le fauteuil de commentateur à côté de Jim Ross, prenant ainsi la place de The King. Mais même cette victoire professionnelle a suffi à effacer la rancœur. Heyman a déclaré publiquement qu'il respectait les contributions de Lawler au monde du catch, mais le respect et l'affection sincère, 2 choses très différentes. On peut reconnaître la place d'une personne dans l'histoire tout en se souvenant qu'elle vous a cassé la mâchoire et passé des années à démolir publiquement le travail de toute une vie. Pour passer à autre chose, si vous voulez vous attirer les foudres de Paul Heyman, il suffit apparemment de traiter son protégé Brock Lesnar de paresseux. Demandez donc à Jon Moxley, anciennement connu sous le nom de Dean Ambrose à la WWE, qui a appris cette leçon à ses dépens et s'est retrouvé dans une guerre des mots
avec Heyman qui a très vite dégénéré. Le décor. WrestleMania 32, le plus grand spectacle de l'année, et Dean Ambrose et Brock Lesnar se retrouvent tous deux confrontés à un changement de programme de dernière minute. Leurs adversaires initiaux se désistent, et soudain, ces deux-là se retrouvent face à face pour ce qui aurait dû être un combat absolument explosif. D'un côté, vous avez Dean Ambrose, le bagarreur imprévisible qui ferait n'importe quoi pour divertir la foule. De l'autre, Nar, la véritable bête, capable de mettre quelqu'un en pièces s'il en avait envie. Sur le papier, c'était du tout bon. En réalité, le match a été une déception totale. Décevant à WrestleMania, ça arrive tout le temps, et généralement, tout le monde passe à autre chose. Mais Dean Ambrose n'était pas prêt à laisser passer cela sans réagir. Lorsqu'il s'est assis avec Stone Cold Steve Austin pour son podcast, Moxley n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré sans détour, Nar semblait totalement désintéressé par l'idée de faire un bon match, que The Beast Incarnate faisait le minimum et ne se donnait pas la peine de faire de leur combat à WrestleMania quelque chose de spécial. Et qui vient à la défense de Brock? Paul Heyman, bien sûr. Interrogé sur les commentaires de Moxley dans une interview avec Inside the Ropes, Heyman n'a pas seulement défendu Lesnar, il s'en est pris directement à John. Mais Heyman étant Heyman, il l'a fait avec ce sourire condescendant et ses piques verbales parfaitement orchestrées, m'en renversé le récit, suggérant que c'était en fait Moxley qui manquait de professionnalisme. Selon Paul, essayer d'avoir une conversation cohérente avec Dean Ambrose était un exercice frustrant, laissant entendre que le problème n'était peut-être pas le manque d'intérêt de Brock, mais l'incapacité de John à communiquer comme un adulte. Du Heyman tout craché, prendre les critiques adressées à son poulain, les retourner et faire passer l'accusateur pour le véritable problème. C'est le genre de judo verbal qui a fait de lui l'un des meilleurs orateurs de l'histoire du catch, mais qui révèle également à quel point il est protecteur envers Lesnar. Il est impatient envers quiconque ose remettre en question le travail ou le professionnalisme de The Beast. Mais voilà le problème. Les critiques de Moxley n'étaient pas entièrement sans fondement. Ce match à WrestleMania était vraiment décevant et de nombreux fans et catcheurs ont souligné que Brock avait tendance à se laisser aller dans les matchs lorsqu'il n'était pas particulièrement investi. Mais dans le monde de Heyman, Brock Lesnar ne peut pas faire de mal et quiconque suggère le contraire est soit un menteur, soit un idiot, soit de Moxley, apparemment incapable d'aligner deux phrases cohérentes. Il semble peu probable qu'ils enterrent un jour cette hache de guerre et honnêtement, aucun des deux ne semble particulièrement intéressé à essayer. Passons à un autre événement incroyable. Voyons comment Paul Heyman s'est retrouvé dans une altercation physique en coulisses. Et pas avec un catcheur musclé qui aurait pu le casser comme une brindille, avec le scénariste en chef de la WWE, Brian Gewirtz, dont le travail consiste littéralement à écrire des combats fictifs, se sont retrouvés dans un vrai combat. Brian Gewirtz n'est pas un scénariste lambda qui est arrivé par hasard à la WWE et a eu la chance de décrocher un contrat. Commencé à écrire pour la société en 1999, au plus fort de l'ère Attitude, lorsque la WWE gagnait des millions et que chaque émission était un rendez-vous télévisé incontournable. Au cours de cette période, Gewirtz s'est particulièrement lié d'amitié avec plusieurs catcheurs, mais sa relation la plus notable était celle qu'il entretenait avec The Rock. Il ne s'agissait pas d'une simple relation de travail. Brian est devenu le scénariste personnel de The Rock, a fini par le suivre hors de la WWE pour travailler pour sa société de production. C'est le genre de confiance et de partenariat créatif peut naître qu'après des années de collaboration et de respect mutuel. Mais avant tout ce succès hollywoodien et ses premières sur tapis rouge, il y a eu l'incident avec Paul Heyman. D'après les souvenirs de Gewirtz dans son autobiographie, lui et Paul ne se sont pas contentés d'échanger des mots durs, ils se sont aussi giflés, de vrais gifles physiques. Maintenant, faisons une pause ici et apprécions l'absurdité de cette image. Paul Heyman, un homme qui n'a jamais été connu pour ses prouesses physiques dans le monde du catch, même s'il est parfois monté sur le ring au cours de sa carrière, se livre à une véritable bataille de gifles avec le scénariste en chef. Presque trop ridicule pour être crédible, sauf que cela s'est bel et bien produit. Les conséquences ont été rapides et prévisibles. Les deux hommes ont été suspendus, les a en quelque sorte mis au coin, deux enfants qui ne savaient pas jouer gentiment dans la cour de récréation. On pourrait penser que cela aurait mis fin à toute relation professionnelle entre eux, qu'ils s'éviteraient comme la peste pour le reste de leur carrière. Mais le catch a une façon amusante de forcer les gens à se retrouver, qu'ils le veuillent ou non. Avance rapide jusqu'à WrestleMania 40, le plus grand spectacle de l'année, et devinez qui a dû travailler ensemble de manière assez directe? Paul Heyman et Brian Gewirtz. The Rock et Roman Reigns étaient associés pour le combat principal, ce qui signifiait que Heyman, en tant qu'avocat de Roman, et Gewirtz, en tant que scénariste de The Rock, devaient se coordonner et collaborer pour que la magie opère. Quelle situation embarrassante. Il faut reconnaître que Brian
a géré tout cela avec humour et qu'ils ont réussi à faire en sorte que cela fonctionne. Une chose est sûre, leur relation de travail a connu le pire début imaginable et cette gifle qui a retenti dans la salle des scénaristes, quelque chose qu'ils sont prêts d'oublier. La plupart des entrées de cette liste concernent des drames liés au catch, des promesses non tenues, des gifles en coulisses et des insultes publiques. Mais dans le cas de Bill Watts, il s'agit de quelque chose de bien plus gravement troublant. Il ne s'agit pas d'ego ou de divergence créative, il s'agit de discrimination, haine et d'un procès qui a révélé à quel point les coulisses de la WCW étaient toxiques. Bill Watts a laissé un héritage intéressant dans le monde du catch. Il a lui-même commencé comme catcheur, enfilant ses bottes et travaillant dans différents territoires à travers le pays. Mais c'est en tant que booker et promoteur pour la Mid-South Wrestling qu'il s'est vraiment fait un nom, se forgeant une réputation de catcheur à l'ancienne qui mettait l'accent sur l'athlétisme et la narration. Au début des années 1990, Watts a décroché un poste de cadre à la WCW où il a croisé le chemin d'un jeune Paul Heyman. Heyman avait déjà eu affaire à de nombreuses personnalités difficiles tout au long de sa carrière. Mais ce qui s'est passé entre Paul et Bill Watts n'était pas une simple querelle en coulisses. C'était quelque chose de beaucoup plus sombre. Paul Heyman est juif, selon son propre récit. Bill Watts s'est assuré qu'il ne l'oublie jamais. Heyman a déclaré publiquement qu'il n'avait jamais rencontré de véritable antisémitisme dans le monde du catch avant de travailler sous les ordres de Watts. Il ne s'agit pas ici de blagues parfois déplacées, d'ignorance occasionnelle. Selon Paul, Watts lui adressait régulièrement des insultes racistes, créant un environnement de travail hostile qui dépassait largement le cadre du manque de professionnalisme et relevait clairement de la discrimination. Fléchissez-y un instant. Heyman avait travaillé dans les vestiaires de catch, qui ne sont pas vraiment réputés pour leur politiquement correct, et il n'avait jamais connu une telle haine auparavant. La situation s'est détériorée au point que Heyman a estimé qu'il n'avait d'autre choix que d'intenter une action en justice. En 1993, Paul a intenté un procès contre la WCW pour licenciement abusif et discrimination ethnique. Et voici le plus étonnant. Heyman a gagné. Le procès a été couronné de succès, ce qui en dit long sur le bien fondé de ses revendications. Quant à Bill Watts, son mandat à la WCW de multiples raisons. Au-delà de son traitement de Heyman, il a mis en place des politiques et pris des décisions qui ont déplu à beaucoup. Et sa mentalité old school était souvent en contradiction avec la direction que prenait le catch dans les années 90. Mais ce qu'il a fait à Paul Heyman n'était pas seulement un conflit de philosophie ou une différence générationnelle, de la haine pure et simple. Il n'y a pas d'ambiguïté ici. Les deux parties ont raison. C'est un cas où l'animosité de Paul Heyman est incontestablement justifiée. Toutes les entrées de cette liste ne concernent pas nécessairement des personnes qui ont fait du tort à Paul Heyman. Et cela pourrait vous surprendre, Heyman, qui a en fait été le premier à tout gâcher. La saga Mike Awesome est un parfait exemple de la façon dont Paul peut si efficacement manipuler le récit que même lorsqu'il est en tort, il finit par passer pour la victime. Mike Awesome était un catcheur absolument monstrueux, un homme qui n'avait aucune raison de bouger comme il le faisait avec son gabarit. Nous parlons d'un véritable monstre de 1,98 m et 127 kg qui pouvait voler autour du ring comme un poids cruiser, effectuant des splashs depuis la 3e corde et se lançant par-dessus les cordes qu'une insouciance totale. Pour le CW, une force de la nature qui correspondait au style extrême de la promotion et qui est devenue l'une de ses plus grandes stars. Devenu si précieux que Paul Heyman lui a remis la ceinture de champion du monde poids lourd de l'ECW, faisant de lui le visage de la compagnie. Puis Mike Awesome a fait l'impensable. Il a quitté l'ECW pour rejoindre la WCW alors qu'il détenait toujours le titre mondial de l'ECW. Et ce n'était pas n'importe quel saut. C'était une véritable trahison aux yeux des fans enragés de l'ECW. C'était un cauchemar en termes de relations publiques, le genre de choses qui pouvaient nuire de façon permanente. La réponse de Paul Heyman était rapide et brutale. Qui est Mike Awesome, de traître, de vendu, de Judas qui avait poignardé l'ECW dans le dos pour un salaire. Heyman l'a dépeint comme le méchant ultime, un type qui a tourné le dos à la promotion qu'il avait révélée aux fans qui le soutenaient. Les fidèles de l'ECW ont adoré, dirigeant leur haine vers Awesome avec le genre de venin que seuls les fans de catch peuvent manifester. Des chants vendus le suivaient où il allait. Voici ce que Paul a commodément omis de mentionner dans son récit. Mike Awesome est parti parce que Heyman avait cessé de le payer. Réfléchissez-y un instant. Le CW était connu pour ses difficultés financières et à la fin des années 90, la situation devenait désespérée. Les catcheurs n'étaient pas payés à temps et lorsqu'ils recevaient leurs chèques, ceux-ci étaient souvent sans provision. Mike Awesome, sur la liste, se retrouvait dans une situation
situation où il travaillait d'arrache-pied sans rien obtenir en retour. Alors, quand la WCW lui a proposé un salaire garanti, des chèques réels et fiables qui ne seraient pas refusés, que pouvait faire Awesome? Mais c'est là que le génie et la cruauté de Heyman sont entrés en jeu. Au lieu d'admettre que les problèmes financiers de l'ECW avaient poussé Awesome à partir, Paul a complètement inversé l'histoire. De Mike le méchant et de l'ECW la victime, transformant une décision commerciale tout à fait justifiable en un acte de trahison ultime. Et cela a fonctionné. À ce jour, de nombreux fans se souviennent encore de Mike Awesome comme celui qui a trahi l'ECW et non comme celui qui est parti parce qu'il n'était pas payé. Paul Heyman détestait-il Mike Awesome? Cela n'arrive. Awesome ait révélé l'instabilité financière de l'UCW en quittant le navire. Vous pouvez parier qu'il n'y a plus d'amour entre eux. Le suivant sur cette liste, Styles. Pour être tout à fait honnête, celui-ci est un peu différent. Il serait plus juste de dire Jay déteste Heyman, mais ce sentiment n'est pas exactement à sens unique. Heyman, pas non plus le plus grand fan d'AJ. Parfois, haine ne vient pas d'un coup de poing à la mâchoire ou d'années d'insultes publiques, mais de promesses non tenues et du sentiment d'avoir été carrément berné. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque AJ Styles et Paul Heyman se sont retrouvés à travailler ensemble à la WWE et spoiler alert, cela ne s'est pas terminé par une amitié entre eux. À la fin des années 2010, WWE, les audiences étaient en chute libre, les fans se détournaient de la marque, lui semblait aussi rassis qu'un pain vieux d'une semaine. Vince McMahon, dans un rare moment où il a reconnu que quelqu'un d'autre pourrait peut-être avoir de bonnes idées, a donc fait appel à la cavalerie. Eric Bischoff et Paul Heyman, deux hommes qui avaient déjà dirigé leur propre promotion de catch, ont été nommés respectivement producteurs exécutifs de SmackDown et Raw. Bischoff a obtenu la marque bleue, Heyman la rouge, et tout le monde attendait de voir si ces deux-là pourraient redonner un peu de leur ancienne magie aux émissions en difficulté de la WWE. C'est alors qu'est arrivé AJ Styles, accompagné de ses amis dans la vie réelle, Carl Anderson et Luke Gallows aussi. Mais ces gars-là ne travaillaient pas simplement ensemble. Il s'agissait de véritables frères qui avaient partagé plus de chambres d'hôtel et de voitures de location qu'ils ne pouvaient s'en souvenir. Pour AJ, avoir Anderson et Gallows à ses côtés dans Raw n'était pas seulement pratique et significatif. Puis WWE a décidé qu'il était temps de réduire les coûts, car apparemment, même les entreprises milliardaires des économies. Et devinez qui a été licencié? Carl Anderson et Luke Gallows. Et voilà que les frères d'AJ faisaient leur valise et se dirigeaient vers la sortie. Mais c'est là que l'histoire passe de malheureuse à carrément compliquée. Selon AJ Styles, Paul Heyman l'avait regardé dans les yeux et lui avait promis qu'Anderson et Gallows étaient en sécurité. Faisaient partie du plan. Il n'avait rien à craindre. Tout allait bien. Loin de là. Vous pouvez imaginer la réaction d'AJ lorsque ses soi-disant garanties se sont évaporées plus vite que la popularité d'un catcheur après une mauvaise promo. Et voici ce qu'il faut savoir à propos d'AJ Styles. C'est normalement un professionnel accompli. Quelqu'un qui garde ses griefs pour lui et qui gère les affaires comme un adulte. Alors, quand il a rendu public et traité Paul Heyman de menteur sans ménagement, cela en dit long sur la profondeur de la blessure. $1 million et de savoir si Heyman avait réellement le pouvoir de tenir sa promesse. A-t-il été véritablement pris au dépourvu par la décision de la direction de licencier Anderson et Gallows? A-t-il menti à AJ en sachant pertinemment que ces gars étaient bons fichus? Peut-être Heyman a-t-il été contredit par Vince McMahon ou un cadre de la comptabilité qui a décidé que 2 salaires pouvaient être supprimés? Ou peut-être, et c'est la version à laquelle AJ croit clairement, Heyman a-t-il simplement dit ce qu'il pensait qu'AJ voulait entendre sans se soucier des conséquences? Quoi qu'il en soit, le mal, Styles, est sorti de cette expérience convaincu que la parole de Paul Heyman vaut à peu près autant qu'un trophée de participation. Que Heyman déteste activement AJ ou qu'il ne perde tout simplement pas le sommeil après avoir brûlé ce pont, une chose est claire, ces deux-là ne prévoient pas vraiment de se retrouver de sitôt. Pour conclure, penchons-nous sur une relation importante qui a largement défini la carrière de Paul Heyman, pour le meilleur et pour le pire. McMahon et Paul Heyman ne se détestent pas vraiment au sens traditionnel du terme, mais qualifier leur relation de compliquée serait l'euphémisme du siècle. Ce sont deux égos démesurés, deux génies créatifs avec des philosophies complètement différentes sur le catch, contraints de travailler ensemble malgré des désaccords fondamentaux sur presque tout. Vince a fait de la WWE un empire mondial grâce à sa vision de personnage plus grand que nature et privilégiant le spectacle au détriment du fond. Paul, quant à lui, a bâti l'ECW sur un réalisme cru, le talent sur le ring et une narration captivante. Ces approches sont à peu près aussi compatibles que l'huile et l'eau, mais ces deux hommes ont continué à se côtoyer au fil des ans. Le point de rupture est survenu lors du redémarrage de l'ECW au milieu des années 2000. A relancé la marque et a fait appel
appel à Heyman pour diriger la création. Qui mieux que celui qui l'avait créé? Sauf que ce n'était pas vraiment le CW, mais la version de la WWE, ce qui signifiait que Vince avait toujours le dernier mot sur tout. Le conflit s'est résumé à une seule question. Qui devait être le visage de la nouvelle CW? Heyman voyait CM Punk, un homme qui incarnait tout ce que représentait à l'origine le ECW, avec des capacités incroyables sur le ring et une authenticité sincère. Vince, cependant, voulait Bobby Lashley, un athlète musclé qui correspondait à son idée traditionnelle de ce à quoi devait ressembler un champion. Il ne s'agissait pas seulement d'un désaccord créatif mineur, il s'agissait d'un conflit fondamental de vision, et selon certaines sources, la dispute est devenue très animée, vraiment très animée. Il s'agissait d'une confrontation totale où aucun des deux hommes ne voulait céder. Vince a évidemment gagné. C'est son entreprise. Bobby Lashley a été promu et Paul Heyman a été complètement écarté de la création. L'ironie du sort qui a vu le créateur de l'ECW être écarté du redémarrage de l'ECW est presque trop parfaite. Ce qui rend cette situation différente, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une affaire personnelle, mais d'un choc entre deux visions dominantes. Ils ont continué à travailler ensemble au fil des ans, mais toujours avec des limites soigneusement définies. Ce n'est donc pas exactement de la haine, quelque chose de presque plus compliqué que cela. Part de vos réflexions dans la section commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.